Nous allons donner la parole au général Corinne Dott, qui est chef de service à l'hôpital d'instruction des armées et qui va nous parler des lasers civils et peut-être militaires. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers confrères. Je suis absolument très honorée d'être invitée pour la première fois à l'Académie de chirurgie. Merci à toi, Jean-Pierre, pour cette opportunité. Je suis très honorée également d'être associée à d'éminents spécialistes. Alors, Monsieur le professeur Mourou, je suis absolument très enthousiaste parce que vous m'avez fait une introduction magnifique tout à l'heure en parlant des impacts laser accidentels. Donc, nous allons pouvoir les voir. Alors, le contexte, bien sûr, c'est l'augmentation des accidents par exposition laser, dans des circonstances absolument très variées, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, et l'œil est absolument bien exposé, davantage que la peau d'ailleurs, de par sa conformation anatomique. Alors, les rayonnements ultraviolets et infrarouges lointains vont être absorbés plus par la cornée et par le cristallin, tandis que les rayonnements bleus et infrarouges proches vont pouvoir atteindre la rétine, comme nous allons pouvoir le voir. Alors, je passe très rapidement sur la classification des lasers, simplement pour vous dire que s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui de la puissance de 1 milliwatt, puisqu'il va classer et faire une ligne de partage entre en dessous les lasers qui ne vont pas être vraiment dangereux pour les yeux. Ça va être quand même confirmé parce qu'on doit avoir le réflexe de clignement qui va nous protéger. Et au-delà, eh bien, le réflexe de clignement va être mis à mal et les structures oculaires, intraoculaires vont pouvoir être atteintes. Les lésions qui nous préoccupent le plus sont les lésions rétiniennes. Le clignement va être mis à mal, le réflexe de fixation va exposer naturellement notre macula et le système optique de l'œil est convergent et va pouvoir amplifier l'irradiance de la puissance initiale. Pour faire ce type de lésions que vous voyez ici, qui sont issues de travaux de recherche que j'ai menés d'ailleurs juste à côté au Cordelier, sur des impacts laser qui, vous voyez, là c'est une coupe de la rétine en anapathe, vont transpercer et avoir un effet disruptif sur l'épithèle pigmentaire, mais également sur la membrane de Bruch. Et vous voyez ici, en immunohistochimie, la réaction cellulaire, avec une plongée la couche nucléaire interne, médiée par les cellules gliales de Muller, qui sont ici en immunohistochimie en rouge, marquées au GFAP. Tout ça pour aller combler et apporter le mécanisme cicatriciel pour combler le trou qui a été fait par le laser. Et il se trouve qu'en fait, eh bien, ce modèle expérimental est le modèle expérimental pour la néovascularisation choroïdienne qui est à la base de la DMLA exudative, et ce modèle animal de laser va être utilisé pour tout le développement préclinique et clinique des anti-angiogéniques, précliniques uniquement, actuels et futurs, dont les petits derniers, dont le faricimab. Alors, les circonstances sont très variées d'exposition. Ça va être non intentionnel et intentionnel. Les non intentionnels, heureusement, sont les plus fréquentes. Je commencerai par les pointeurs laser, car ils sont un problème de santé publique actuellement. Comme vous le voyez en bas à gauche sur ce diagramme, eh bien, ce sont les enfants et les adolescents qui sont les premières victimes de ces accidents pointeurs laser. Pourquoi? Eh bien, parce que ces pointeurs laser sont très facilement accessibles en vente Internet, que certains pointeurs laser sont mal testés ou incorrectement testés, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un laser de classe 2 ou inférieur, on peut avoir un classe de 3 entre les mains, et vous voyez que l'émission de ces pointeurs est essentiellement dans le vert dans plus de 85% des cas. Alors, cette grande série, qui est une des plus grosses séries, a regroupé 111 accidents avec des lésions qui sont donc maculaires, comme vous le voyez ici. À l'état aigu, ça va être un spot qui va avoir donner une apparence jaune maculaire. En B-scan, donc en OCT, c'est notre scanner de la rétine, eh bien on va avoir des lésions très différentes qui peuvent aller du simple défect de la ligne des photorécepteurs au trou maculaire complet, avec des acuités visuelles qui vont être très variables également. Mais dans ce modèle au pointeur laser, on remarque dans les séries une amélioration quasi systématique post-laser dans les semaines qui suivent de l'acuité visuelle, sans qu'il y ait un retour complet au 10/10e, mais on peut également avoir bien sûr un scotome persistant. Alors, quelques case reports ont rapporté des expositions laser dans les spectacles, mais également en discothèque il y a quelques années.
L'exposition laser accidentelle en laser thérapeutique peut nous concerner, nous, médecins, et tous les médecins qui manipulent un laser peuvent être confrontés, ça va être les dermatos, les dentistes, mais bien sûr les ophtalmos, par dysfonctionnement des filtres laser sur nos lasers thérapeutiques, ou alors un cas classique malheureux, c'est celui quand on change de microscope opératoire, et je le dis parce que Zeiss est dans la salle, quand on change de microscope opératoire, il ne faut pas oublier d'adjoindre immédiatement le filtre laser sur la colonne, quand ce microscope va être utilisé pour la rétine. Parce que là, c'est vraiment un cas de figure extrêmement facile pour avoir des accidents. L'autre cas de figure, c'est la sonde endolaser. Quand on fait une vitrectomie, on la sort et elle n'est pas désactivée et on peut effectivement atteindre également quelqu'un. L'exposition industrielle, très intéressante, donc c'est celle qui nous a été rapportée par le professeur Mourou tout à l'heure. Elle va intéresser des techniciens, des ingénieurs de laboratoire. Cas beaucoup moins connu, c'est celui des soudeurs professionnels, puisque le spectre d'émission d'un arc à souder est très large, va des ultraviolets jusqu'aux infrarouges. Et cette étude nous l'a bien montré, qui est issue de la Chine. Ils ont analysé systématiquement par OCT au fond d'œil 40 soudeurs professionnels et ils ont trouvé dans 38% des cas des anomalies OCT qui sont de cet ordre-là. Ici, c'est un patient que j'ai opéré complètement par hasard de cataracte il y a 4-5 ans. Il était soudeur. J'étais attiré en préopératoire par cette zone atrophique périphovéolaire. On a fait un OCT, on trouve cette lésion laser qui était ancienne et que le patient avait rapportée. Alors, quelques applications militaires maintenant. Nous savons que les armes antipersonnelles avec des fusils laser sont interdites par les conventions internationales. C'est-à-dire qu'on a des fusils, le laser est utilisé beaucoup dans sa fonction de télémétrie et on n'a pas le droit normalement de tirer sur l'ennemi avec un fusil à télémétrie. Néanmoins, ça peut arriver par accident. Vous avez ici un Mirage 2000 et vous voyez ici la source laser. Alors, pour utiliser la télémétrie, pour le guidage missile, il y a deux temps. Le premier temps est en bas à gauche, on va illuminer la cible. Et ensuite, on déclenche le tir. Et vous allez regarder, il y a un petit film s'il veut marcher. Hop. Il veut partir ou pas? Non. Tout à l'heure, il partait. Non. Oui. Voilà, donc là, la bombe qui part, le guidage laser. La bombe est guidée, alors vous voyez, on ne voit rien, il n'y a aucun faisceau parce que c'est du non visible, c'est du 1064 nanomètres, jusqu'à l'arrivée de la cible et l'explosion. Vous allez voir, là c'est un tir-mer avec un contrôle de la cible atteinte. Alors, l'exposition des combattants, eh bien, elle est peu rapportée dans la littérature. Vous savez que la Grande Muette est digne de sa réputation. Il y a deux séries, une française que nous avions issue du Val-de-Grâce en 1998. On avait eu 13 patients, 3 militaires qui avaient été victimes d'un tir en mission, même en guerre, en ex-Yougoslavie, et puis 10 civils de la défense qui avaient été atteints par réglage lors de réglage de laser en laboratoire. Donc les lésions étaient tout à fait celles qu'on connaît, de la brûlure rétinienne au trou maculaire complet, voire compliqué d'hémorragie intravitréenne. Et puis il y a une deuxième série plus récente américaine qui rapporte exactement les mêmes cas de figure avec un accident pendant la guerre du Golfe. Et dans tous les cas de figure, bien sûr, pas de protection oculaire portée. Alors, des case reports, dont un, celui-ci qui n'est pas publié, que j'ai vu il y a quelques mois à Lyon, avec un militaire des forces spéciales, qui a été donc victime d'un tir laser à partir d'un fusil. Et vous voyez, donc non déclaré, parce qu'on n'était pas censé le déclarer, mais vous avez les images. Donc ici, en imagerie multimodale, vous voyez ici l'OCTA, avec cet impact, comme vous le disiez, monsieur, absolument très très rond, à bord très cerné, et qui est parafovéal. La fovea est là, heureusement pour lui, puisqu'il a gardé son 10/10e, mais il a bien sûr un scotome parafovéal, qui ne le gêne pas trop. Et ici, en OCT, en géographie, eh bien, on voit bien la transmittance complète, et on voit les vaisseaux choroïdiens, et ici, en B-scan, le trou quasi complet. Là, c'était un laser nanotone. Alors là, je ne sais pas, parce que je n'ai pas pu, je l'ai eu en face de moi, le monsieur, il n'a jamais voulu me donner les références du laser, parce que ce n'était pas déclaré. C'est un militaire des forces spéciales, donc en mission qui n'était pas couverte. Les applications laser... Toujours la grande muette, il n'y a pas de problème. Les grandes muettes. Bon, si je devais le publier, peut-être que j'essaierais d'avoir plus d'informations, mais là, il a été très très évasif sur le sujet.
Alors là, c'est typiquement un patient qu'il faut surveiller parce qu'il peut faire sur les bords, vous voyez ici, une néovascularisation induite par le phénomène du tir laser, hein, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc je partage avec vous deux applications laser défense complètement récentes. Vous voyez en haut à droite, c'est un laser de dissuasion et d'interception qui va servir à dissuader et d'intercepter soit des fugitifs, soit des militaires ennemis en les illuminant. Et ce faisceau laser, donc il est dans le vert, on voit ici, s'interrompt quand quelqu'un passe à moins de 80 mètres du fusil pour des raisons de sécurité. Alors, c'est tout nouveau, ça m'a été transmis par la Direction Générale de l'Armement pour vous aujourd'hui. Il éblouit à distance, c'est un faisceau qui est assez divergent et il est déjà vendu à l'international. En France, à ma connaissance, on ne l'a pas encore utilisé. Par contre, voici la deuxième application qui va nous intéresser de très très près et qui nous intéresse déjà sur d'autres théâtres opérationnels, c'est le laser anti-drone avec une portée d'environ 1 km qui est là pour apporter une réponse graduée à la menace du drone hein, qui arrive sur nous, soit en l'éblouissant, soit en allant jusqu'à la neutralisation de ce drone. Alors, il peut être utilisé soit sur Terre, soit à partir d'une plateforme navale, comme vous voyez ici, avec un faisceau qui est dans le rouge, visible à 632 nanomètres. Alors c'est une application qui actuellement est complètement dans les clous et va être manifestement utilisée pour la sécurité des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Alors les circonstances sont très variées, comme je vous l'ai dit, donc on passe du non intentionnel à l'intentionnel, qui est moins fréquent, mais que l'on rencontre quand même en clinique courante, avec les mutilations, l'automutilation par des pointeurs laser. Alors les impacts avec les pointeurs sont beaucoup moins douloureux qu'avec des impacts de forte intensité, comme on peut avoir en laboratoire. C'est la raison pour laquelle vraisemblablement certains patients arrivent à s'automutiler avec. Et la présentation clinique, elle est très très différente. Vous voyez ici qu'on a plusieurs lésions. Elles sont entraînées et souvent avec un axe vertical, avec en OCT en B-scan, c'est l'équipe de Bailey-Frank qui a décrit cela, ces bandes d'hyperréflectivité qui vont depuis l'épithème pigmentaire jusqu'à la pléfiforme externe. Donc c'est très très différent de l'image avec de l'impact rond, unique, très douloureux, avec une néovascularisation possible que l'on avait précédemment avec des lasers à 1064 nanomètres. Par contre, certaines fois, ça peut porter un problème de diagnostic différentiel avec certaines dystrophies rétiniennes et voire des problèmes d'imputabilité. Tel est le cas de ce patient que j'ai vu il y a 4-5 ans à Lyon, qui était chauffeur de bus au TCL et qui consultait pour une agression au pointeur laser remontant environ 3 semaines. Son récit de l'agression n'était pas cohérent avec les lésions qu'il présentait. Vous voyez, ces lésions qui sont bien verticales, multiples, au niveau de la macula, hein, blanchâtre, qui sont des ruptures de la membrane de Broca. Alors on peut avoir d'autres raisons d'avoir des ruptures de la membrane de Broca qu'il n'avait pas. Et bien sûr, ces lésions verticales ont attiré mon attention vers un diagnostic d'automutilation ou de recherche de bénéfices secondaires, après peut-être une élimination réelle, une fois avec, pour les chauffeurs de bus s'en plaignent assez régulièrement. Donc le patient, je ne l'ai pas revu parce que je pense qu'il a compris que j'avais compris et il n'est pas revenu me voir pour la suite à donner. Alors je terminerai sur les expositions intentionnelles également mal intentionnées. Alors si la vidéo veut bien marcher, voilà. Donc ça c'est pour les pilotes qui sont dans leur cockpit et qui peuvent être atteints ou éblouis de près ou de loin depuis le sol par des pointeurs laser. Alors le nombre de cas explose depuis ces dernières années. Ça pose même un problème de sécurité des vols. 2 séries ont été rapportées. Vous voyez ici deux américaines. Et à chaque fois, c'est souvent des pointeurs laser plutôt dans le vert qui vont éblouir les pilotes, voire civils. Là, c'est des pilotes civils dans ce cas-là. Je n'ai pas de cas de pilotes militaires sur le sujet. Avec des syndromes post-image, voire des irritations oculaires qui sont décrites. Pas de lésions définitives, sauf une qui a rapporté sa 2e série. Et là, c'est très intéressant parce que c'est le copilote qui a été atteint, qui a une lésion rétinienne identifiée. Ils étaient en approche à 400 mètres d'altitude. Donc c'est quand on commence à atterrir, vous voyez que 400 mètres, ça paraît une portée assez énorme pour ces pointeurs laser. Et très intéressamment, le copilote a été atteint, mais pas le commandant de bord, parce que le commandant de bord a reconnu le laser et a détourné son regard.
il a eu le réflexe de détourner le regard. Et ça, maintenant, c'est enseigné au niveau des procédures aériennes, puisqu'on leur enseigne... Là, il faut aller vite. Ah, il faut... Si les impulsions font Oui. une trentaine de nanosecondes... Ça a marché dans ce cas de figure. Il le raconte dans le rapport du vol. Voilà. Et donc, l'éducation des pilotes est importante, on détourne le regard, et ensuite, ils ont mis une grille d'auto-évaluation dans le cockpit au cas où il y ait une exposition laser accidentelle. Aucun accident relié n'a été rapporté à ce jour, mais c'est un vrai problème de sécurité des vols, de sécurisation des plateformes de tous les aéroports internationaux actuellement. Alors, la prise en charge est limitée à celle des complications. À la phase aiguë, il n'y a pas d'évidence-based medicine sur le sujet. C'est des corticoïdes, quelle que soit la voie, on essaie. Des anticorps, des anti-VEGF si on a une néovascularisation choroïdienne, bien sûr, et un traitement symptomatique s'il y a une hémorragie intra-vitréenne qui persiste par vitrectomie. À distance, eh bien, ça va être la gestion du trou maculaire s'il existe, comme vous voyez ici, avec une fermeture chirurgicale qui va être de bon pronostic si le trou est large. Si le trou est de petite taille, inférieur à 200 microns, il est recommandé de les surveiller parce qu'il y a des fermetures spontanées. Bien sûr, la meilleure thérapeutique, c'est la prévention, mais on a un gros problème, c'est qu'il faut avoir une prévention et des verres adaptés à la longueur d'onde qui nous atteint, et on ne la connaît pas toujours. En conclusion, donc, aucun rayonnement laser n'est anodin, et je pense qu'il faut absolument informer les parents, mais aussi nos enfants, qui ne jouent pas avec ce genre de jouets qui pourraient être assez attractifs. Et on est vraiment face à la dualité entre le laser thérapeutique, on a vu toutes les avancées que ça nous apporte, et puis le fait qu'il peut être incidentogène, voire même être une arme à ce jour. La protection, elle est par les lunettes. Elle est par des visières qui sont intégrées au casque des pilotes de chasse actuellement, mais ça peut poser des problèmes de sensibilité au contraste, notamment pour les vols, et le respect des consignes de sécurité. Et là, je terminerai juste sur cette anecdote. Dans notre série, on a un ingénieur de la Direction générale de l'armement qui a eu un incident sur un œil. 6 ans plus tard, dans la même configuration, c'est l'autre œil qui a été atteint. Donc, il a un 20e bilatéral. C'est le seul cas de bilatération qu'on ait, mais donc ça met vraiment en exergue les consignes de sécurité quand on est en alignement et dans les laboratoires. Vous connaissez ça mieux que nous pour les accidents. Donc merci pour cette introduction. J'ai eu simplement à développer juste un petit peu. Merci, formidable, c'est passionnant. Merci beaucoup Corinne, c'était extrêmement intéressant. Vous pouvez rester, on a des questions à vous poser. Dans l'actualité. Monsieur le prix Nobel, Monsieur Moreau, est-ce que vous avez des questions à poser sur le sujet? Dans vos laboratoires, vous mettez des casques de protection? On a des lunettes. Des lunettes. C'est vraiment maintenant. Au début, on a une phase. Micro, prenez votre micro pour parler. J'ai commencé dans les années 67 à travailler sur les lasers, donc au début c'était n'importe quoi. Et puis maintenant, bien sûr, c'est très évolué. Et, le problème, c'est que la protection doit être adaptée à la longueur d'onde qu'on utilise. Dans les laboratoires et dans nos blocs, c'est pas difficile, mais en conditions intentionnelles, mal intentionnelles. C'est difficile. On voit que les pointeurs, c'est plutôt du 532 nanomètres en général. Donc, voilà. Mais sur ce problème des pointeurs laser, à l'époque, quand j'étais chez le professeur Hamann, nous étions. Donc, il m'avait demandé de rédiger la partie. C'était avant le mondial de football qui se passe à Paris. Il y avait déjà le problème des pointeurs laser. Ouais. Et je me rappelle, il m'avait dit tiens, occupez-vous de ça à cette époque-là. Et je m'aperçois qu'on arrive maintenant, arrivant aux Jeux Olympiques 2024, et dans le contexte général que nous vivons. Donc, ce que tu as dit est extrêmement intéressant. C'est vraiment la vente libre sur Internet qui pose un problème, et le jeu pour les enfants. Les laser games, ça me fait toujours peur pour les enfants. On a tous des enfants qui ont voulu y participer, même ma propre fille. Et il a fallu que je lui explique que... Alors, je suis allée au laser game, moi-même, et j'ai demandé à voir le responsable. Je dis, quel est le laser que vous utilisez? Montrez-moi la notice. Voilà. Il n'a pas compris, et il m'a dit, mais non, c'est inoffensif. Et j'ai dit, montrez-moi. Alors, chers collègues, vous intervenez bientôt ici, le 28 novembre. Absolument. Au moment de la présentation des rencontres francophones, en particulier sur les risques liés Alors, on sera en traumatologie de guerre cette fois-ci. Traumatologie de guerre. Alors, je me posais la question, est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe actuellement avec les drones qui sont envoyés sur l'Ukraine de manière massive? On en parle tous les
les jours, malheureusement. On a encore vu hier une attaque de drone, a priori, qui venait de l'Iran. Je n'ai pas plus d'informations. Et ces protections par les systèmes laser de destruction, finalement. Je ne sais pas si ces lasers anti-drones sont arrivés en Ukraine. Je ne le sais pas. Ça serait peut-être intéressant. Certainement. D'y penser. Merci. En tout cas, les échanges que nous avons eus, on est allé au Val-de-Grâce avant les vacances, on a eu des échanges extrêmement intéressants avec les militaires, avec le général comment ça s'appelle ? Paul Balandreau. On a des échanges extrêmement intéressants. Et donc, merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup.